Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenas Aires Calcio. Comment allez-vous en cette période estivale? Là, pour une fois, on a une journée estivale, donc c'est plutôt agréable. Et en plus, d'Euro, bien entendu, Euro 2024. Salut Okutonujo, Sou, comment ça va? J'espère que l'Italie va pas se faire sortir ce soir. Non, je sais pas, mais j'ai pas l'impression, je pense pas. Justement, d'ailleurs, je voulais en parler en creux. Dans les 3 points de Buenos Aires Calcio ce soir. Ce soir, les 3 points, c'est l'Espagne, l'Allemagne et la France. Donc voilà, bah justement, on va peut-être commencer par, entre autres, l'Italie, mais pas que. Mais mon avis du soir sur l'Espagne, c'est que pour moi, la meilleure équipe que j'ai vue, là, on les a tous vus jouer 2 fois, voire même 3 fois. Moi j'ai les cheveux longs, c'est vrai. Mon coiffeur est en vacances, donc, donc voilà. Mais là je vais le voir bientôt. Donc oui, mais là c'est vrai, j'ai les cheveux longs. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc à part ça, à part ces considérations capillaires, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour moi, on a vu toutes les équipes jouer au moins 2 fois, et pour certaines 3 fois, hein, donc à partir depuis hier soir. Et très clairement, pour moi, la meilleure équipe que j'ai vue, sur tout le début de la compétition, pour moi, c'est l'Espagne. J'avoue que je les attendais pas à ce niveau de football. Pourquoi? En fait, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'Espagne qu'on voyait ces dernières années et l'Espagne qu'on a là à l'Euro? C'est très clairement les deux ailiers, Nico Williams et Lamine Yamal. Ils donnent une profondeur, une verticalité, et ils accompagnent Morata qui amenait cette vitesse. Alors on est bien d'accord que Morata c'est pas l'attaquant ultime, mais Morata il amène quelque chose. C'était de la verticalité et de la vitesse, et avant, dans l'équipe d'Espagne précédente, celle qui ne comptait pas dans ses rangs des ailiers aussi rapides et forts en 1 contre 1 que Nico Williams et Lamine Yamal, mais en fait, il était tout seul à amener ça. Et comme derrière ça ronronnait, il était complètement anachronique en fait dans le jeu de l'équipe. Et c'est aussi pour ça que Morata en Espagne, ça marchait pas très bien, parce que en fait, il n'y avait pas grand monde qui l'accompagnait. Et là, maintenant, les 3 sont un petit peu sur le même registre, même si Morata en 1 contre 1, enfin, il est pas bon, mais il a de la vitesse, il amène des appels, il est pas du tout regardant sur ses appels, et ça a transfiguré l'Espagne, parce que la qualité technique, hein, ok, on n'est plus sur du Xavi Iniesta, Busquets au milieu de terrain, ça, il y a pas bien sûr, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même de la qualité au milieu. Hein. On voit l'Euro de Fabian Ruiz, c'est quand même plutôt pas mal. On l'a jamais vu comme ça avec le Paris Saint-Germain, ou très très peu, vraiment à de très rares exceptions, et pas contre des oppositions comme telles. Hein. Oui, on a pu le voir comme ça des fois contre, je sais pas, Clermont-Ferrand, mais pas de cette façon à très haut niveau. Donc voilà, au milieu de terrain, c'est vraiment pas mal ce qu'ils arrivent à faire. Les défenseurs, ça tient la route. C'est pas fantastique, mais bon, Carvajal a marqué un but, il a fait quand même une très bonne saison, même si c'est pas Carvajal le défenseur ultime. Ça change pas que voilà, il est là. Nacho, c'est plutôt pas mal. Bref, donc voilà quoi. Le Normand, Laporte, ça tient le choc, même si Laporte était en Arabie Saoudite et que le Normand joue pas non plus dans le plus grand club du monde. Mais ça tient le coup quoi. C'est pas génial, mais ça tient le coup. Et devant, en revanche, ça fait vraiment des différences. Et surtout, il y a un plan de jeu. Très clairement, il y a un plan de jeu. Moi, enfin, je pense que les gens qui suivent Buenos Aires Calcio savent que c'est pas forcément avec le plus grand des plaisirs que je suis en train de vous dire que pour moi, l'Espagne est la meilleure équipe de l'Euro que j'ai vue pour l'instant. Mais effectivement, il faut dire les choses quand c'est la réalité. L'Espagne, c'est la meilleure équipe. Et de très très loin. Il n'y a pas photo. La Suisse a fait un très bon début d'Euro. Mais ils ont eu des trous. L'Espagne, pour l'instant, sur les 2 matchs, et surtout contre le champion en titre, je veux dire, ok, l'Italie n'était pas... depuis le début de la compétition dans les favoris, mais l'Italie, c'est quand même solide. Quand on regarde l'effectif... En tous les cas, au milieu de terrain et en défense, tu peux pas dire que c'est des charlots. Pourtant, ils se sont fait ruiner. Mais même pas, on rigole, ils se sont fait ruiner. S'il y a 1-0, c'est merci Donnarumma. Mais à part ça,
tout le monde était à la ramasse. Mais tout le monde était à la ramasse. Il n'y a pas un défenseur à sortir du lot, il n'y a pas un milieu de terrain à sortir du lot. Alors les attaquants, j'en parle même pas. Ils se sont fait marcher dessus, les Italiens. Comme j'ai rarement vu l'équipe d'Italie se faire marcher dessus. Donc, dans une grande compétition, hein, je parle. Donc c'est vrai que c'est surprenant de voir l'Espagne à ce niveau-là de jeu, et pour moi c'est la meilleure équipe depuis le début de saison. Alors depuis le début de l'Euro. Alors bien sûr il y a un bémol à tout ça. L'Espagne, et dès le début avec De La Fuente, avait un petit peu clamé le fait qu'ils se voyaient vraiment comme un outsider et qu'ils étaient là juste pour faire une bonne compète. Et il est très possible aussi que la préparation, le type de préparation, soit basé sur faire un très très gros début d'Euro. Comme un petit peu les petites équipes entre guillemets. Les grosses équipes comme, je sais pas, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, des équipes comme ça qui ont un peu plus de mal, même l'Allemagne, hein, qui a fait un super match contre l'Écosse, mais après c'était pas non plus fantastique, et le match qu'on a vu hier contre la Suisse a pas forcément rassuré, parce que très clairement la Suisse méritait de gagner ce match. Donc voilà, mais c'est vrai que Forza Croatie ce soir, hein, Kif Kony, ouais, c'est qui tout double. Hein. Bonsoir à tous, aujourd'hui je suis là, pas d'internet, ah bah ça c'est bien, tant mieux, ça fait plaisir que tu sois là. Oui, donc effectivement, l'Espagne pour moi est vraiment très largement au-dessus, mais peut-être qu'ils ont une préparation physique un petit peu différente des autres, parce qu'ils n'avaient aucune certitude, et que peut-être que De La Fuente les a préparés physiquement, et son staff les a préparés physiquement comme une petite équipe, c'est-à-dire il faut être prêt jour 1. Et peut-être que ça va se payer en quart, en huitième, parce que bon, très clairement, ils vont aller en huitième, et je les vois mal ne pas passer les huitièmes. Quand tu termines premier du groupe, tu vas prendre un troisième. Ça va être, à mon avis, voilà. Quand tu vois que la Hongrie peut se qualifier, quand tu vois le niveau de performance de la Hongrie et de l'Écosse, hein, qui a failli aussi se qualifier, tu te dis, ouais, c'est quand même chaud, hein, l'Euro élargi, hein, c'est très clairement ça. Hongrie-Écosse, par exemple, ce match-là, dans les euros non élargis, c'est des matchs qui n'existent pas. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que ce sont des matchs absolument inutiles, excepté pour les Écossais et les Hongrois. Donc voilà, mais ce match-là, il a lieu en barrage ou même pas en barrage, mais en poule de qualification. C'est pareil pour les Hongrois et les Écossais, ils sont tout aussi excités. Et nous, on s'évite d'avoir un match comme ça, et peut-être même un troisième qui va être qualifié, qui n'a absolument rien à faire en huitième de finale de l'Euro. Donc voilà. Mais bon, après, ce n'est que mon avis, mais c'est voilà. Au JCRM qui nous dit par contre les tableaux c'est une dinguerie, tu finis premier et tu tombes sur un Allemagne-Espagne en quart, faudrait faire comme au tennis, quand tu finis premier tu es tête de série. Oui c'est vrai, mais oui c'est vrai, mais en fait si tu veux t'as deux tableaux, c'est un petit peu comme la Coupe du Monde de l'année dernière, enfin d'il y a 2 ans, pardon, t'as deux tableaux. Si la France par exemple termine première de son groupe là, elle a un tableau sans l'Espagne, sans le Portugal, sans l'Allemagne. Donc, potentiellement, il n'y a plus que l'Angleterre qui est là un petit peu pour l'emmerder. Donc voilà, si tu termines deuxième du groupe, tu bascules de l'autre côté, et là, tu tapes un tableau avec France, Portugal, Espagne, Allemagne. Je sais pas si tu vois le tableau, donc en gros, de l'autre côté, il y a que l'Angleterre. Donc voilà, plus une ou deux surprises, tu vois, je sais pas qui vont être les surprises, mais voilà, quoi. Après, c'est comme ça, c'est les tirages au sort, et c'est ces euros avec 3 qualifiés qui font en sorte que c'est très compliqué de contrôler les tableaux, en fait. Mais bon, bref, on verra bien, hein, mais voilà. Après, par exemple, le Portugal avait terminé 3e de son groupe en 2016, et finalement, ils étaient tombés dans le tableau où il y avait personne. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Oui, donc, en tous les cas, voilà. Moi, pour l'instant, c'est clair que pour moi, l'Espagne, c'est l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression. Et je dis pas ça parce qu'il y a eu enfin, pas à cause seulement du match de l'Italie, parce que contre la Croatie, c'est la même chose. Ils les ont déglingues. Et il y a pas photo, et t'avais vraiment, la Croatie a fait son âge, et tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc voilà, l'Italie a pris une rouste phénoménale, même si ça s'est terminé à 1-0. Et franchement, ça va être très compliqué pour le troisième match de l'Espagne. Donc voilà, donc c'est effectivement, pour moi, c'est vraiment et de très très loin la meilleure équipe.
Maintenant, on verra est-ce que cette génération a ce qu'il faut pour tenir dans les matchs à élimination directe. Parce que c'est aussi ça. Hein. Ok, il y a Carvajal qui a un petit peu d'expérience, il y a un Nacho sur le banc qui a un petit peu d'expérience. Mais bon, Laporte, le Normand, Lamine Yamal, Neco Williams, Morata, tout ça, c'est quand même pas les mecs les plus solides, même Fabian Ruiz, hein, c'est quand même pas les mecs les plus solides mentalement. Donc c'est aussi ça. Faudra voir. La France en 2006 aussi, tableau de l'enfer, ils avaient eu. Ouais, c'est clair, absolument. Salut, oui, les 2 pépites sur les ailes, c'est beau. Ah ouais, bah c'est eux qui transforment le jeu, hein, et qui accompagnent Morata et qui rendent pertinent d'avoir Morata en attaque de l'Espagne. Pas parce qu'il va marquer des buts, parce qu'il n'en marquera pas, on le sait, ou il en marquera très peu, mais en revanche, il va créer de l'espace pour ces joueurs-là, à la même vitesse que ces joueurs-là, et ça, c'est très important pour l'équipe d'Espagne, et puis derrière, en plus, ils ont des joueurs qui savent contrôler la balle, ont un vrai plan de jeu, de La Fuente, mais pas seulement, les sélectionneurs précédents ont donné une vraie identité à cette équipe d'Espagne. Il leur manquait des gars qui étaient forts en 1 contre 1, ils les ont trouvés, et là c'est la fête. Là, franchement, honnêtement, maintenant tu me dis, tu paries quoi? La Maletas, tu la mets sur quelle équipe? Pour moi, je vois pas quelle équipe, excepté moralement, on va dire, est-ce que encore une fois, je dis, c'est le seul bémol que j'ai. Il y a 2 bémols, quoi, on va dire, c'est la condition physique. Est-ce que réellement ils se sont préparés pour être au pic de forme en quart, comme toutes les grosses équipes, ou alors est-ce qu'ils se sont préparés pour être en pic de forme au premier match, comme les petites équipes? Ça et le mental. Mais techniquement, c'est la meilleure équipe et de très très loin. Il n'y a pas photo. Hein. Donc voilà. C'est jeune et ça croque beaucoup tout de même. Ouais, c'est vrai, mais en fait, si tu veux, c'est... Oui, je suis d'accord, hein. Mais tu prends des vagues sans arrêt. Alors, ils ont beau croquer, mais en fait, ils ont l'occasion de recroquer 5 minutes après. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc c'est ça le truc. Je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est quand même très difficile de résister, en fait. Tu vois, l'Italie finalement a résisté parce qu'elle a un goal qui est quand même sur sa ligne assez exceptionnel. Donc voilà. Mais il y a un moment, t'en prends un parce que c'est trop, en fait. Ça ne s'arrête jamais. À un moment donné, ils étaient dans la machine à laver, l'Italie. Alors en fin de match, ils ont un petit peu réagi parce que l'Espagne a plus lâché un peu son emprise que réellement l'Italie qui vraiment prend les choses en main. Mais en fait, sinon, à un moment donné, ils étaient dans la machine à laver, c'était incroyable. Ça ne s'arrêtait jamais. Dès qu'ils récupéraient la balle, 1 minute après, ils la perdaient. Un petit peu comme l'Allemagne contre la Suisse hier, d'ailleurs. Sans vouloir, à un moment, la Suisse, elle a roulé sur l'Allemagne à un moment. Franchement, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas gagné hier. Mais bon, bref. L'Espagne, c'est fort quand tu regardes leur équipe B annoncée pour ce soir, elle est pas mal du tout. Oui, mais c'est clair, ils ont 2 équipes qui peuvent peut-être pas gagner l'Euro, peut-être pas l'équipe B, mais qui vont emmerder n'importe quelle équipe. Hein. L'équipe B, tu la prends, t'es pas content. Hein. T'es ultra pas content. Donc voilà. Non, franchement, moi je suis impressionné. Et je voulais le dire. Et en creux de ça, j'ai un peu parlé de l'Italie aussi, c'est que l'Italie, malheureusement, manque de ses ailiers forts en 1 contre 1. En fait, le seul qu'on avait, enfin que l'Italie avait, pardon, parce que je suis pas italien, mais quand même dans mon cœur, vous savez que je suis un petit peu italien. Le seul que l'Italie avait, c'était Chiesa qui depuis sa rupture des ligaments croisés n'arrive pas en fait à retrouver son explosivité, son insouciance dans le jeu, même s'il a retrouvé un bon niveau global, mais c'est pas encore vraiment ça. Il y avait Berardi qui arrivait un petit peu à provoquer légèrement. Il est pas là, il est blessé et en plus il a fait une saison vraiment terrifiante avec Sassuolo, enfin comme tout Sassuolo, hein, vu qu'ils sont descendus en série B. Donc c'était de toute façon pas un Berardi au sommet qu'on aurait pu avoir. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose comme ailier en Italie. Il n'y en a pas en fait. Il n'y a que dalle. D'ailleurs, si tu prends tous les ailiers qui font des différences en Italie, c'est des ailiers étrangers. C'est Leao, c'est Kvaratskhelia, c'est je sais pas si tu prends les ailes de l'Italie, de l'Inter, c'est-à-dire les pistons de l'Inter. D'un côté t'as Dumfries. Ok, à gauche t'as Bastoni, mais c'est pas vraiment des ailiers de débordement. Enfin, Bastoni c'est pas vraiment c'est plus un piston qu'autre chose. Donc voilà, t'as Di Marco, pardon, excuse-moi, t'as Di Marco, mais c'est pas un ailier. Bastoni joue en défense centrale, excusez-moi. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Et puis je comprends toujours pas pourquoi Spalletti s'entête à jouer à 4.
C'est un truc que je comprends pas. Au JCRM, Spalletti qui n'a pas sélectionné notre futur Marseillais, grosse erreur aussi, mort de rire. Mais oui, effectivement. C'est qui, d'ailleurs? Vous recrutez qui? Je sais pas. Mais ça ne change pas que moi, ce que je comprends pas avec Spalletti, c'est pourquoi il continue à jouer à 4 en mettant des gens qui sont ultra forts à 3, comme Bastoni, Di Marco, dans de super bonnes dispositions. Un Di Lorenzo qui n'arrive plus à tenir son couloir tout seul. Alors là, contre Neco Williams, c'était horrible à regarder. Mais même en championnat d'Italie, cette année, il s'est fait retourner par tout le monde à peu près. Donc vraiment compliqué. Je trouve que, tu vois, sécuriser Di Lorenzo à 5 en phase défensive avec un piston qui vient l'aider, et puis donner l'opportunité à Bastoni et à Di Marco de faire fonctionner ce qui marche tout le temps, toute l'année dans une équipe qui tourne. C'est un truc dont tu peux pas te passer. Mettre Barella aussi dans la meilleure disposition possible, dans un milieu qui connaît, etc. Mettre Scamacca, l'appuyer, et pourquoi pas faire jouer Scamacca Retegui. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui t'empêche, vu que tu te demandes lequel est le meilleur? Mets-les tous les deux. Fais un espèce de Lautaro Thuram, mais bis avec Scamacca Retegui, avec Retegui qui reste vraiment dans l'axe et Scamacca qui tourne autour. Et puis voilà. Puis après, les deux autres milieux de terrain, bah tu mets les deux Romains, t'en mets un autre. Enfin bref, tu fais ce que tu veux. Mais si tu mets autour de Barella, comment il s'appelle, Pellegrini et Cristante par exemple. Mais tu peux en mettre un autre si t'as envie. Bah, ça donne une équipe, je trouve, qui est cohérente. Et non, il s'entête avec son 4. Alors là, c'est un 4-5, je sais pas quoi. Bref, c'est catastrophique ce qu'il est en train de faire, là, pour le match. Donc, je sais pas. On va voir ce que ça donne, hein, mais j'ai bien peur pour l'Italie, ouais, effectivement. Il y a eu une rumeur improbable venant de la Gazzetta, comme quoi Marseille et surtout De Zerbi sont intéressés par Locatelli. Vive le mercato et les rumeurs. Après, Locatelli, franchement... neutre. Alors, il a fait un superbe Euro 2021, mais une saison, et même 2 saisons, je dirais, mais ultra neutre. Il me fait penser à Sagna, Locatelli. Je sais pas si vous vous souvenez de Sagna. Sagna, c'était le seul latéral qui, soi-disant, devait déborder, qui ne faisait que des passes en retrait. Locatelli, c'est ça. Lui, c'est les passes latérales. Locatelli, c'est son jeu. Alors oui, il a un peu de grinta, etc. Mais derrière, il y a que des passes en retrait ou des passes latérales. Il sait pas faire une passe en avant. C'est simple. Il y en a pas. Le seul qui arrive à se projeter un petit peu dans les milieux de terrain, on va dire à la Juve, c'est Rabiot. Après, en plus, t'as les Cambiasso, etc. Donc voilà. Mais Locatelli, il est plus haut niveau en fait. Il a eu son espèce de moment un petit peu de gloire, mais malheureusement là, depuis 1 an et demi, c'est terminé. Hein. Donc voilà. Non mais les transferts merguez en Ligue 1 avec pas de droit TV, ah oui, alors là, oui, on va se faire une émission spéciale droit télé, hein, de la Ligue 1, parce que c'est quand même une des blagues les plus drôles, parce que moi j'ai hâte de voir leur chaîne pour 30 € par mois, qui est TTC, parce que c'est 25 € hors taxe. 30 € par mois TTC pour voir 9 matchs de Ligue 1 du vendredi au lundi soir. Franchement, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ça. Combien il va y avoir d'abonnés pour de vrai. Donc voilà. Le problème, c'est qu'aucun attaquant n'a fait de saison avec beaucoup de buts. Il manque d'un véritable bomber en Italie. Tu parles de Rabiot, là, mort de rire. Non, franchement, Rabiot, pas mal. Hein. Après, il se projette, tu vois. Au moins, il se projette et il joue vers l'avant à la Juve. C'est un des seuls qui le fait, en fait. Alors, je parle bien des milieux, d'accord, hein, parce que y a Yildiz qui dynamite un peu tout, et après t'as les petits jeunes qui essayent, mais qui malheureusement maîtrisent pas trop. Le seul qui le fait avec efficacité, c'est quand même Rabiot. Le problème, c'est dans le dernier geste, quand il est dans la surface, il sait pas quoi faire de la balle. On l'a vu d'ailleurs, hein, contre les Pays-Bas. donc voilà. Mais en tous les cas, il crée des actions, il donne de la verticalité au jeu, qui est un des seuls milieux de terrain de la Juve qui fait ça, en fait, hein, en ce moment. Donc voilà, McKinney, il est gentil, mais franchement, qui continue à jouer à Harry Potter sous son lit, c'est très bien. C'est pas... Voilà. Enfin, honnêtement, je comprends même pas la hype autour de McKinney, c'est vraiment... Bref. Ouais, en tous les cas, je sais pas si c'est un bomber ou si c'est vraiment des ailiers de provocation, mais parce que Scamacca, si tu l'alimentes,
il peut se passer des choses. Là, le problème, c'est qu'en fait, il y a rien, en fait. D'ailleurs, on le voit à l'Atalanta. Quand il est alimenté par des vrais pistons dans le 3-4-3 de Gasperini, bah, ça marche, en fait. Mais là, il n'y a pas de ballon, en fait. Il n'y a que dalle. Et il n'y a aucun dédoublement. Ce qui fait que, en fait, les 3 défenseurs, ou les 4 défenseurs, ou les 2 défenseurs, enfin, ça dépend des situations et des systèmes tactiques, ils sont les 2 ou les 3 sur Scamacca. Parce que, en fait, ils sont pas obligés d'écarter pour aller défendre des dédoublements. Ce qui fait que Scamacca, il se retrouve jamais en 1 contre 1, en fait. Alors que à l'Atalanta, c'est ça qui se passe, en fait. C'est que il y a tellement de dédoublements avec et les ailiers du 3 de devant et les pistons du 4 du milieu, que, en fait, les défenseurs centraux sont obligés de s'écarter, ce qui fait qu'ils laissent Scamacca en 1 contre 1 dans l'axe. Et là, en 1 contre 1 dans l'axe, il peut faire des différences. Il fait des différences, on l'a vu. Donc voilà, donc c'est un peu ça, c'est l'animation en fait qui va pas à Scamacca. C'est pas le joueur ou etc. Moi, je pense que Scamacca c'est un bon joueur, mais en équipe nationale, t'as pas besoin d'un gars qui marque 30 buts par saison en fait. Tu t'en fous, c'est pas ça. C'est est-ce que t'es cohérent, est-ce qu'il y a une animation, parce que de toute façon tu joues tellement peu ensemble que ton attaquant, tu vas jamais vraiment le mettre dans une situation vraiment optimale, mais au moins laisse-le avoir des 1 contre 1 et après bah, tu verras ce qui se passe quoi. Donc voilà, mais là il y a que des 3 contre 1 ou des 2 contre 1 ou des 4 contre 1, c'est impossible. Bref. Voilà un petit peu pour l'Espagne en tous les cas, et bon, on creuse l'Italie aussi bien sûr, mais l'Espagne. Le deuxième point de ce soir, c'est l'Allemagne. On va pas tarder, hein, parce qu'il y a beaucoup de matchs à 21h, donc voilà, on va pas déborder. Hein, c'est le contrat de confiance de l'Euro et de Buenos Aires Calcio, c'est que on est prêt pour les matchs de 21h. Voilà. Bon, là, il y a plus de matchs à 18h déjà, donc ça nous laisse un créneau horaire un petit peu plus long, mais il y a les matchs de 21h, donc voilà, on essaye de tenir un certain timing pour que vous soyez bien sûr devant la télé, et moi aussi, hein, devant la télé à 21h. L'Allemagne se renie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les footballs européens, les plus grandes nations du football européen ont un ADN. On est d'accord? Et d'ailleurs, en Amérique du Sud, c'est la même chose. Mais en Europe, si je vais vous donner une nation, vous répondez dans le chat si vous avez envie, mais par exemple, l'Italie, pour vous, quel est le type de joueur qui représente l'Italie? Je sais pas. Je vous laisse 1 minute pour répondre dans le chat, si vous voulez. Quel est le type de joueur qui représente l'Allemagne? Quel est le type? Quand je dis le type, c'est le poste. Quel est le type de joueur qui représente l'Espagne? Quel est le type de joueur qui représente la France? En fait, chaque football national a le poste qui... Alors, Jacques Lafritte, merci, tu réponds Pirlo, mais c'est pas... Ça, c'est le joueur, à la limite, bon, ok. Mais on est bien d'accord que... Vous allez me dire si vous êtes d'accord, mais peut-être on n'est pas d'accord, hein. Mais le joueur italien emblématique que l'Italie a toujours produite et qui a excellé, c'est pas les milieux de terrain, c'est les défenseurs. On est d'accord. Les plus grands défenseurs de l'histoire du football sont italiens, et continue à l'être. Calafiori en est un bon exemple. Je pense qu'il va s'inscrire dans ce genre de défenseurs. Je sais pas, avant eux, Bonucci, Barzagli, Chiellini, c'était quand même pas mal. Avant eux, les Maldini, Baresi, etc., Cannavaro, bref, Nesta, etc. Je pense que si on pense à un type de joueur que l'Italie fabrique et qui représente son football, c'est les défenseurs. Si on pense à un type de joueur de l'Espagne, c'est les milieux de terrain. On est d'accord, je pense, que les milieux de terrain, c'est ce qui définit le mieux le jeu espagnol. Le jeu des Français, les joueurs emblématiques que la France produit, ça a toujours été les numéros 10. Si on prend par exemple nos 2 plus grands joueurs de l'histoire, c'est Platini et Zidane. D'accord, c'est vraiment des numéros 10, c'est ça qu'on imagine. Et d'ailleurs, en équipe de France, bah voilà, tu prends Mbappé par exemple, il porte le numéro 10. C'est pas du tout un numéro 10 parce qu'on joue plus avec des numéros 10, mais c'est quand même des numéros 10 que la France produit naturellement. Et l'Allemagne, si on regarde, les joueurs qui ont toujours été emblématiques de l'équipe d'Allemagne, je vais les reprendre, Gerd Müller, Voller, Klose, Klinsmann, etc., etc., bah, Oliver Bierhoff, c'est les numéros 9. Voilà, et le problème, c'est pour ça que j'ai titré ça l'Allemagne se renie, c'est que, en fait, l'ADN de l'Allemagne, c'est d'avoir des gros neufs. C'est comme ça.
Et quand je dis des gros neufs, c'est au sens propre et au sens figuré. Hein. La vérité, c'est ils aiment avoir des énormes neufs costauds dans la surface. Ils en ont un, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu un numéro 9 comme ça. Et l'autre, il s'entête à te mettre Kai Havertz comme faux neuf, tu ne sais pas pourquoi, alors que tu as Füllkrug sur le banc, en fait. Mais tu insultes ton football national, et en plus, tu insultes la logique franchement, du moment, en fait, du momentum. Füllkrug, il est taquet. Le mec, il est fond de cinquième. Dès qu'il touche un ballon, il te met une cartophone dans la lucarne. C'est incroyable. Physiquement, il est au sommet, je pense. Le mec vient de faire une finale de Ligue des Champions. Mentalement, il n'y a rien qui bouge. Le gars rentre deux fois, il marque des buts de l'espace. Et pourtant, tu continues avec ton Kai Havertz en bois, hein, parce que Kai Havertz, honnêtement, depuis le début de l'Euro, je ne sais pas si le championnat d'Angleterre l'a rincé, c'est très possible. Il n'a pas fait une saison extraordinaire non plus avec Arsenal, mais bon, ça allait. Moi, j'adore Kai Havertz. Hein. Vraiment, sa saison à Chelsea, par exemple, quand il gagne la Ligue des Champions, pour moi, c'est masterclass. Mais c'est pas un numéro 9. Enfin, je sais pas, moi, t'as beau m'expliquer tout ce que tu veux, Kai Havertz, c'est pas un numéro 9. C'est un superbe... Pour moi, c'est un milieu offensif droit, ou alors un milieu relayeur très offensif, toujours à droite, mais en tous les cas, pas un numéro 9. Et il s'entête avec ça, alors qu'il a Füllkrug. Encore, t'as que Kai Havertz et puis une chèvre slovakistanaise sur le banc. Bon, bah ok, tu fais jouer Kai Havertz parce que t'as rien d'autre. Mais quand t'as Füllkrug sur le banc, moi c'est un truc que je comprends pas. D'ailleurs, on voit la différence. Hein. C'est simple, hein, il rentre, le gars, bah voilà quoi, c'est lui qui qualifie l'Allemagne en première place. Donc voilà, donc c'est voilà, moi je sais pas, je comprends pas, et surtout que c'est vraiment contraire à ce que et les gens aiment en Allemagne et ce que le football allemand reconnaît. Alors des fois, tu vois, par exemple en France, bah il y a eu des moments où on n'a pas eu de numéro 10. Bon bah tu joues sans numéro 10. C'est pas voilà, t'as des numéros 10, hein, je vous signale que de temps en temps on a eu Faubert numéro 10 hein, en équipe de France. Hein. Mais on a eu aussi Mikou, on a eu aussi Zidane, on a eu aussi Platini. On a eu aussi Djorkaeff, tu vois. Donc, il y a eu des moments où on en avait trop, hein, très clairement, parce que quand on a eu Mikou, Djorkaeff et Zidane, c'était trop. Mais il y a eu des moments où on a eu rien du tout. Et on jouait avec le numéro 10 que t'as, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose. Et puis voilà. Mais là, l'Allemagne en a un. Donc, il faut jouer avec, quoi. Je sais pas, moi, je comprends pas. Mais bon. Oui, quoi, Havertz, c'est pas un grand neuf pour toi? Non, c'est pas un grand neuf. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui font des choix chelous, comme Coman qui met Frimpong en ailier droit. Oui, alors Frimpong ailier droit, je sais pas. C'est un peu comme ça qu'il joue au Bayer Leverkusen cette année, donc entre autres, il a joué quand même très souvent comme ça. Je sais pas, l'équipe de Hollande, très honnêtement, leur effectif, pour moi, il est énigmatique. C'est-à-dire que il est illisible. Tu vois, Gakpo, par exemple, tu sais pas trop quoi en faire. Tu sais pas si c'est un 9, si c'est pas un 9, si c'est un 9,5. Est-ce que tu joues à deux attaquants avec un Gakpo? Depay, c'est la même chose. Pas vraiment 9, tu sais pas. Je sais pas. Tu vois, voilà, Frimpong, t'arrives pas vraiment trop à savoir ce que ça peut vraiment être comme joueur. Enfin bref, t'as quand même beaucoup de joueurs un peu... Xavi Simons, j'aime beaucoup ce joueur, il a beaucoup de qualité. C'est quoi son poste exactement? C'est à quel niveau du terrain tu le mets? Est-ce qu'il est plus bas? Est-ce que finalement ça peut pas être aussi un meneur de jeu devant la défense? Parce que finalement, est-ce qu'il est très efficace devant le but? J'ai pas l'impression, franchement, hein, même si avec Leipzig il a fait une super saison, très souvent je l'ai vu rater des trucs de l'espace. Alors il en a réussi aussi, mais quand même c'était pas, tu vois, il n'y a pas de consistance. Donc voilà, je sais pas, l'équipe de Hollande, j'ai beaucoup de mal à la lire, mais vraiment, hein, c'est très bizarre, leur effectif est chelou et Koeman, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait Openda, ouais. J'oubliais que dans les choix chelous, Tedesco qui s'entête avec Lukaku alors que tu as Openda, absolument, carrément. Moi, je comprends pas pourquoi. Alors ok, bon, ça lui a donné raison là sur le match en bois qu'ils ont joué. Bon bah ok, super. Mais c'est quand même, quand t'as Openda, le mec qui sort d'une saison de fou, il te donne de la vitesse, il colle à tes ailiers, c'est-à-dire Trossard par exemple, tu vois, qui est super dynamique et tout.
tu peux jouer avec 2 gars qui sont ultra électriques, et puis tu te tapes Lukaku, le mec c'est un immeuble. Ah, ok, une fois qu'il est parti, il va vite. Ouais, d'accord, mais il faut qu'il parte, hein, parce que c'est pas gagné. Hein. Non, mais je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de mode, quand même, du faux numéro 9, que tu l'utilises quand tu n'as pas le choix, je comprends. Mais quand tu as un numéro 9, en fait, dans le football actuel, le numéro 9, c'est pas le buteur. On est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord que maintenant, le numéro 9 dans le football actuel, c'est pas le buteur. C'est un buteur d'opportunité, mais ça sera jamais le mec qui va marquer 50 buts. C'est fini, ça. Ceux qui marquent 50 buts, c'est les gens pour lesquels le numéro 9 crée de l'espace. C'est exactement ça, en fait, qu'on demande. Et Füllkrug, c'est tellement un joueur comme ça. C'est un gars qui aspire les défenseurs, qui fait des appels en permanence, qui impose un combat physique, qui est bon de la tête et en remise, et qui crée des vrais espaces pour tes ailiers, qui sont les gars qui vont marquer. Et quand tu as Wirtz et Musiala sur le terrain, et que tu peux avoir un gars qui fixe les défenses comme Füllkrug, mais il faut être... Bah, honnêtement, hein, Nagelsmann, alors peut-être un jour on va rigoler, peut-être qu'un jour je vais devenir coach et vous allez vous foutre de ma gueule toute la journée, c'est possible, mais là c'est quand même trop gros pour pas le voir en fait. Je comprends pas pourquoi tout le monde le voit, enfin en tous les cas, pourquoi c'est tellement évident, mais que ça se voit pas, enfin que Nagelsmann le voit pas, je sais pas, c'est simple. Tu donnerais tellement d'espace à Wirtz et Musiala, et alors là il y aurait des buts, hein. Là je te le dis, c'est clair. Donc voilà. Merci l'Espagne pour cela, depuis qu'ils avaient gagné avec Pedro en 9, tout le monde s'y est mis. Oui, et puis le Barça de Guardiola, hein, c'est lui qui a vraiment commencé avec Léo Messi en numéro 9, parce que il faisait pas confiance, il voulait pas de numéro 9, hein, ils ont essayé d'en recruter un, c'était Ibrahimovic, ça s'est très très mal passé, et il a mis Messi en faux 9, parce que c'est ça en fait la base. Et ensuite l'Espagne, effectivement, comme ils n'avaient pas vraiment de numéro 9, ou plus exactement, Torres avait un super niveau en 2008, mais au fur et à mesure des années, son niveau a baissé, bah, ils n'avaient plus de numéro 9, et effectivement, ils ont commencé à s'inspirer du Barça de Guardiola et à jouer sans 9, absolument. Et même à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, c'était Fabregas le faux 9, et au Barça et en équipe d'Espagne. Cesc Fabregas en faux 9. C'est là c'est la fête là. Là c'est je sais pas, il a hésité avec Iniesta, je pense. Non mais c'est ouf. Il a dit hier que c'était un super sub à la Solskjaer, sorry pour l'ortho, Füllkrug. Ouais mais alors ok, enfin je sais pas, pour l'instant tu lui dis ok, bah il a raison, effectivement il rentre, il marque à chaque fois et tout, mais je suis désolé, mais moi je suis pas d'accord, hein. Franchement, c'est pas ouais, je sais pas. Bref, voilà. C'est ça que je voulais dire. L'Allemagne se renie. Je pense que l'Allemagne serait bien plus forte. Ouais, en tous les cas, je suis pas complètement convaincu par l'Allemagne, hein. Vraiment pas. Donc voilà, je peux comprendre que peut-être il y a eu des envies d'enflammade au sujet de l'Allemagne. Mais moi, franchement, je suis pas super convaincu. Déjà, je trouve que Gundogan fait chier dans ce milieu de terrain. Je laisserais vraiment les clés du camion à Musiala, Wirtz, avec Füllkrug dans l'axe, très clairement. Et Gundogan, tu dégages. Merci, c'est gentil d'être venu. Je laisserai Kimmich à droite, en revanche. Voilà, je trouve que la défense, c'est cohérent. Schlotterbeck, bah, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose à la place de Ta. Je suis très content que Ta, enfin je suis très content, si j'étais allemand, je serais très content que Ta ait pris son deuxième carton jaune et dégage, parce que moi j'ai toujours trouvé Schlotterbeck très fort avec Dortmund, bizarrement, mais je sais pas, moi je le trouve vraiment serein, dynamique et tout, je trouve que c'est un bon défenseur, Schlotterbeck. En tous les cas, le duo qu'il faisait avec Hummels était vachement bien, je trouve. Et je le vois bien avec Rudiger. Je pense même qu'il va donner un petit peu de sérénité à Rudiger, contrairement à Ta. Pourquoi ? Parce que Schlotterbeck est beaucoup plus dynamique que Ta et peut rattraper les sorties un peu défauts bizarres de Rudiger. Donc voilà. Sans voir les tableaux, j'aurais dit l'Allemagne, mais leur match hier, horrible, et en plus, ils les rencontrent en quart. Ouais. Je sais pas. Moi, ouais. Sinon... T'aurais fait Guten Tag Fußball. Oui, si je kiffais l'Allemagne, j'aurais fait Guten Tag Football. Guten Nacht Football, d'ailleurs. Guten Nacht ou Guten, je sais pas quoi. Ouais, Nacht, bon, c'est la nuit, mais voilà.
Guten Abend, voilà, bravo, Guten Abend football. Football d'ailleurs, football. Ouais, donc voilà. Bref, on verra comment il va évoluer, mais là, ça fait 3 fois qu'il annonce qu'il enchaîne le même 11 d'affilée sur un match où t'es déjà qualifié. Je trouve ça bizarre aussi, ça. Mais bon, bref. Allemand LV1, non, moi j'ai fait allemand LV8. Donc voilà. Moi j'ai fait anglais-russe. Et là, j'essaye de faire de l'italien. Donc non, allemand, pas du tout. J'ai fait... ouais, j'ai mixé un peu l'axe du mal et puis les alliés. J'ai fait anglais-russe et hop, italien. Donc voilà. Vous voyez qui en finale? Moi, l'Espagne, mais l'autre, aucune idée. Bah, en fait, ça dépend. Si la France passe de l'autre côté, bah pour moi, c'est France et Angleterre. C'est l'un ou l'autre. S'il termine premier du groupe. Mais ça va être chaud de terminer premier du groupe parce que il faut marquer plus de buts que la Hollande. Vu qu'on a fait 0-0 contre la Hollande, si la Hollande gagne et marque plus de buts que nous, vu qu'en plus ils ont une différence de but générale plus élevée que la France pour l'instant de 1 but, vu que la France n'a marqué qu'un seul but, alors que les Hollandais en ont marqué 2. Bah écoute, c'est pour ça que ça va être complexe. Hein. Il faut que les Français marquent beaucoup de buts. Et c'est pour ça que probablement Mbappé va jouer en fait. Parce qu'ils peuvent pas juste gagner 1-0 ou faire un match nul. S'ils font ça, malheureusement, très probablement, ils seront deuxième. Et là, ils basculent dans le tableau de la mort. Donc c'est pas une bonne idée. Donc voilà. C'est quoi qui compte en cas d'égalité, d'ailleurs pas suivi. Alors c'est le goal average particulier en numéro 1, mais comme ils ont fait 0-0 Hollande-France, c'est donc le goal average général. Et c'est pour ça que les Français sont obligés de marquer plus de buts que les Hollandais. Parce que c'est comme en gros là, le règlement il est comme en Italie. En gros c'est les confrontations directes d'abord, le goal average donc particulier, et ensuite le goal average général. C'est pas comme en France, par exemple, où en France, c'est d'abord le goal average particulier, général, et ensuite, éventuellement, le goal average particulier, si jamais... voilà. En Italie, c'est vraiment les confrontations aller-retour qui comptent, donc c'est très important, et d'ailleurs, franchement, c'est vachement bien, hein. C'est un truc, c'est pas pour vous dire que... Mais la Serie A mis ça en place il y a 3-4 ans, 3 ans, je pense, et ça a donné énormément de peps aux rencontres entre le premier et le deuxième. Parce que en fait, quand c'est très serré comme ça a pu l'être avec entre le Milan et l'Inter il y a 2 ans, en fait, gagner d'un but, en fait, si tu gagnes 3-1 et que à l'aller les autres ont gagné 2-1, bah en fait, tu as comme si tu avais un point en plus, quoi. Donc c'est super super important. Donc voilà. Hâte de la dernière journée du groupe de la Belgique où tout le monde est à 3 points. Ouais, c'est vrai que ce groupe-là, il est fou. Hein. Le classement risque de beaucoup changer durant les matchs. Ouais, je pense qu'il faut qu'il fasse comme un multiplex toutes les 2 minutes parce que il faut qu'on suive, quoi. Donc voilà. Ouais, franchement, c'est le groupe le plus serré finalement. Alors que tu t'y attendais pas forcément à la base, mais voilà. Bon, les Belges, ils sont quand même pas très bien, honnêtement. Franchement, ils sont quand même pas très bien. Donc voilà, parce que encore le match qu'ils gagnent, ils le gagnent, mais ils ont aussi, les autres ont aussi l'occasion de les planter plusieurs fois. Hein. Donc d'ailleurs, je trouve que le goal fait un très bon match. Hein. C'est pas courtois, mais c'est pas mal hein, quand même. Donc voilà. En Belgique, j'adore en cas d'égalité, match final. Oui, ça c'est banger, je trouve, en championnat belge. Ouais, c'est vrai. Mais eux, en fait, le problème du championnat belge, c'est que, première chose, ils changent les règles chaque année. Je sais pas si t'as remarqué, chaque année, t'as une nouvelle forme de play-off, t'as une nouvelle règle qui vient agrémenter la fin de championnat, enfin bref. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils essayent de redonner de l'intérêt à leur championnat. Alors là, je trouve qu'ils y vont un petit peu trop fort, parce qu'en fait, tu as jamais le temps de t'adapter à leurs règles, parce qu'en fait, et même le public, hein, moi je parle pas de moi, parce que bon, vous vous doutez bien que je regarde pas le championnat belge, très honnêtement, mais... Même les Belges, quoi, en fait, ils ont jamais le temps de s'habituer. Et les clubs non plus, tu vois, ils peuvent pas se préparer pour ce type de match et tout, parce que chaque année, ça change, quoi. C'est comme la Formule 1. Eux, ils ont cru que c'était règlement de Formule 1, quoi. Donc, bref. Mais oui, c'est sympa, des fois, ces matchs couperaient complètement ouf. Moi, je suis content, par exemple, que les barrages soient revenus en France. Hein, franchement, c'est cool. J'adore les matchs de barrage entre la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est déjà j'ai grandi avec. Quand j'étais petit, il y avait des matchs de barrage dans les années 80. Donc c'était 80-90. C'était normal pour moi les matchs de barrage. Ça a disparu. J'ai trouvé ça bizarre et voilà, ça revient. Moi, je trouve ça cool. Ça donne vraiment du peps sur la fin de saison des gens qui jouent la relégation, quoi.
Donc voilà. Bref, voilà, on a terminé avec l'Allemagne qui se renie parce qu'il est 20h41. Et enfin, je vais parler de la France, parce que la France risque donc sa qualification, en tous les cas en première place, parce qu'ils sont quasi qualifiés. C'est même ce soir d'ailleurs, ça peut se jouer. Que la France soit sûre qu'elle soit dans les meilleurs troisièmes, même si elle perd le match. Donc voilà. Donc ça se trouve, ils seront de toute façon qualifiés avant le match. Mais Dédé, dans sa conférence de presse là cet après-midi, a bien rappelé que lui, ce qu'il veut, c'est la première place. Parce qu'il a bien compris que s'il faut se taper les 3 oiseaux de l'autre côté, c'est pas drôle. Donc mieux vaut aller de l'autre côté. Donc voilà. Donc c'est... Moi, ce que je veux dire, c'est que la France est illisible. Chaque compétition internationale, c'est la même histoire. À chaque fois, tu commences la compète, tu ne sais pas où est-ce que tu vas avec cette équipe, tu les vois solides défensivement, Dédé, il commence toujours avec une compo qui change, et finalement, en poule, il arrive à trouver la bonne formule. Là, il est quand même passé de 4 attaquants avec un espèce de 4-3-3, mais Griezmann en soutien des 3 attaquants, etc. Il est passé tout d'un coup à la version 2018 de l'équipe de France avec Rabiot à gauche comme milieu relayeur défensif qui joue ailier gauche. C'est Matuidi de 2018. Donc il renie tout ce qu'il a fait ces dernières saisons, parce que ça fait très longtemps maintenant qu'il joue avec 4 joueurs offensifs assumés. Donc voilà. Et là, tout d'un coup, il repasse à 2. Terminé. Alors 2,5, parce que effectivement Griezmann vient s'intégrer dans les 3, que sont Dembélé, Thuram et lui. Alors c'est clair que moi déjà il y a un gros problème, je trouve que effectivement l'effectif français au niveau offensif cette année c'est de la merde, honnêtement. Mbappé il est hors de forme, Dembélé c'est Dembélé, donc j'ai même pas à commenter ce joueur-là, il y a rien à commenter, c'est un joueur YouTube, donc voilà, il fait des highlights à 60 mètres du but, mais devant le but ou autour du but, il ne se passe strictement jamais rien. Dans les grandes compètes, je parle. Alors ok, bon, il a fait son match contre le Barça cette année, ça y est, c'est bon, terminé, merci, c'est gentil. À part ça, peut-être il se la raconte contre Clermont, mais sinon, c'est vraiment naze. Donc voilà. Et ensuite, Thuram ne sait pas jouer tout seul. À chaque fois qu'il a joué tout seul, en attaque, il a été nul. Il n'a pas signé à Milan, je vous le dis, parce que c'est... Milan proposait exactement le même salaire que l'Inter. On en a parlé ici dans Buonasera Calcio. Il proposait exactement le même salaire que l'Inter. Il était enclin à signer à Milan à la base. Donc voilà, et Milan voulait absolument le recruter. Mais Milan joue en 4-3-3, en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, peu importe, ça change pas. Il est tout seul numéro 9. Il avait fait une super saison à 2 dans ses clubs précédents, et quand il est passé à 1, il avait fait une saison catastrophique. Il s'est dit, moi il faut que je joue à 2. Et l'Inter lui proposait le même salaire, mais en 3-5-2, et là, il a signé à l'Inter, et il a tout à fait bien fait, parce qu'avec Lautaro, c'est parfait. Thuram, il faut bien se dire que s'il y a des gens qui ne regardent pas le championnat d'Italie, et il y en a beaucoup, malheureusement, pour eux, parce qu'ils ratent probablement le championnat le plus excitant d'Europe, mais Thuram a fait une saison extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est extraordinaire. Et pour plein de raisons, dont les Milanais ont encore mal au... Bref. Donc voilà, il a marqué des buts de l'espace, il a bonifié Lautaro Martinez comme jamais dans sa carrière. Donc vraiment, ce binôme marche trop bien. Il faut lui trouver un binôme. Mais si tu le fais jouer dans un 4-3-3 tout seul, il est nul. Voilà, c'est simple, il est nul, il sait pas jouer. Il a besoin de quelqu'un pour tourner autour, ou en tous les cas pour être le point de fixation pour ce gars qui tourne autour, et créer des espaces comme ça, en fait. Sans espace, il est pas bon. Là, en fait, il sert comme défenseur, en fait, Thuram. C'est pas normal, en fait. Il est sur le terrain parce que Mbappé ne défend pas. C'est pour ça qu'il est sur le terrain, parce qu'il fait énormément d'efforts physiques, et il est bon de la tête sur les corners et les coups francs défensifs. Mais c'est un numéro 9. Mais Konaté, si tu veux, en numéro 9, et puis comme ça c'est réglé, t'as pas de problème, t'as un défenseur, tout va bien. Mais enfin bref, moi c'est un truc que je comprends pas, et donc là il fait jouer Dembélé, Thuram, Griezmann, Rabiot. Bon bah là il y a eu AVC. Rabiot il est rentré dans la surface avec la balle, il a fait un AVC le pauvre. Mais en même temps je peux pas lui en vouloir, c'est pas son rôle en fait. Donc je sais pas, je comprends pas. On va passer dans les commentaires. Sur FM, j'avais fait une saison de Championship, c'est interminable. C'est clair, il y a 44 matchs, je crois, il me semble. En Super League, il y aura pas de barrage. Bah non, parce que tout le monde est qualifié tout le temps.
Non, je rigole. C'est une blague. Au JCRM, la France, j'en peux plus. Deschamps me sort par les trous sur le papier, c'est monstrueux et en fait c'est une bouillie de jeu. J'ai presque envie que Dédé se foire et que Zidane arrive, Dembélé tuera Moscour, mais nous du Barcola purée. Effectivement, je suis d'accord. Mais pourquoi Rabiot à gauche? T'as Barcola, le gars il a un volume de jeu de ouf, mais donne-lui sa chance, putain, Dédé. D'habitude en plus il le fait, hein, il donne sa chance au produit. Lui. J'ai pas compris la convoque de Kanté. Bon, quand même, enfin, je sais pas si t'as pas compris, mais c'est quand même spectaculaire. Hein. Donc voilà, quand même. Vraiment, il est juste monstrueux, effectivement, comme tu dis au JCRM. Il est vraiment monstrueux, Kanté. Octonoujo, clairement le meilleur français pour le moment, oui c'est clair. Il court, oui ça c'est sûr. Ouais mais même quand même, il casse des lignes, il fait pas mal de trucs. Ça marcherait super bien avec Thauvin, Maxime Lopez. N'importe quoi. Bref, donc voilà, en tous les cas cette France est illisible. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est que défensivement elle est ultra costaud. Est-ce que ça lui permettra d'aller jusqu'au bout? Je sais pas. Il y a deux façons d'être costaud. Hein. Il y a la façon espagnole, où en fait, t'as le ballon tout le temps, tu fais subir ton adversaire en permanence, et donc forcément c'est très compliqué que tu encaisses un but parce que les autres ils ont pas le ballon. Et puis t'as la façon française, où là en fait tu décides de meurtrir vraiment les équipes adverses. Donc ouais, on verra quoi. Mais c'est vrai que tu vois, le match de l'équipe de France contre l'Autriche est pas mal en fait. Quand tu vois ce que l'Autriche fait à la Pologne, en fait c'est pas mal. C'est vraiment pas mal le match de l'équipe de France parce que l'Autriche est une bonne équipe. Et d'ailleurs, je suis pas sûr que la Hollande s'en sorte facilement face à l'Autriche. Donc on verra à la fin, mais les Français, ils sont imprenables, en fait. Bon, après, en plus, ils ont marqué un but contre leur camp, et c'est pour ça que je dis que c'est illisible, parce qu'ils sont ultra forts défensivement, ils font des très gros matchs contre des équipes très agressives. En fait, ils sont imperméables, et en même temps, offensivement, t'as envie de les gifler en permanence, parce que tu te dis, c'est pas possible. Et moi, je trouve que tous les joueurs offensifs sont hors de forme cette année. Alors, à part Thuram, mais le problème, en plus, c'est que lui, il joue pas dans son système. Donc voilà. Donc je sais pas. Et il fait pas jouer Giroud. Ça aussi, je comprends pas. Belle surprise de Koundé à droite, par contre. Hernandez à gauche. Mamma Mia, il est carbol, Théo. Oui, de toute façon, sa saison a été comme ça. C'était pas terrible. Toute la saison a été compliquée pour Théo Hernandez. Et Koundé à droite, je sais pas si c'est une belle surprise. Bon, en tous les cas, il est solide. Voilà. Très solide. Après, offensivement, il amène que dalle. Alors déjà que c'est une équipe, voilà. Bon, en même temps, c'est pas à droite qu'il faut amener quelque chose, c'est à gauche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis Rabiot à gauche en se disant c'est Théo Hernandez qui va amener et Rabiot pourra combler. Et à droite, je mets un défenseur qui fait que défendre et je laisse Dembélé faire ce qu'il veut à droite. C'est comme ça qu'il organise les choses, Dédé. Mais bon, malheureusement, Dembélé, il est vraiment à côté de ses pompes sur ce match. Alors en fait, il fait des différences, encore une fois, à 60 mètres du but, et puis derrière, il se passe rien, quoi. Donc voilà, bref. Voilà un petit peu la France. En tous les cas, ce que je pense de la France. Mais c'est très compliqué, hein, parce qu'ils peuvent très bien aller en finale encore, hein, à défendre pendant chaque match, pendant 90 minutes, voire 120 minutes. Hein, parce qu'ils sont imprenables. Toutes les équipes, ils se disent, mais cette équipe, tu fais comment pour leur marquer un but, en fait? En plus, on a un super gardien. Donc c'est très complexe. T'as une défense, un bloc défensif monstrueux de 6 joueurs injouables, et en plus qui peuvent tourner, parce que quand t'as Kanté dans le milieu de terrain, mais toutes les équipes se disent mais qu'est-ce que je fais? Par où tu passes en fait pour les déborder? En fait, c'est pas possible. Et derrière t'as Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, plus les gros défenseurs que t'as là, ou Upamecano, il fait quand même un bon début d'Euro, Saliba, Koundé, Théo Hernandez, mais c'est du tungstène cette équipe. Mais en revanche, c'est horrible à regarder. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Et c'est pour ça que finalement je me dis peut-être Espagne-France en finale. C'est possible, hein, c'est possible. J'ai vu une statistique aujourd'hui, Dédé est le sélectionneur qui fait le moins de changements et les titulaires jouent en moyenne 70 minutes. Du coup, tu peux faire 5 changements et lors du dernier match, il en fait que 2. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord. C'est Dédé, en fait, il aime son 11 titulaire, etc. Et il aime que ses remplaçants soient des remplaçants. Donc ouais, c'est bizarre. Bon, c'est comme ça.
Écoutez, je crois qu'il est l'heure. Il faut nous laisser au moins 9 minutes pour nous installer devant la télé. Il est 20h51. Ça a été encore un grand plaisir de parler football avec vous ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là dans les commentaires, mais aussi tous ceux qui sont passés pour regarder, jeter un œil, dire bonjour de la Croatie ou d'autres pays. Franchement, ça a été un vrai plaisir. On a, je pense, passé en revue pas mal de choses, juste avec 3 petits sujets et pas mal d'équipes, et 3 équipes nationales. Donc voilà, on va dire pour tout le monde, allez la France, allez l'Italie, allez la Suisse, allez l'Allemagne, et puis faites qu'on se retrouve tous en demi-finale, ce serait cool. Donc voilà, allez l'Espagne s'il y a des Espagnols, mais je crois qu'il n'y en a pas. Donc voilà, et puis la Croatie, malheureusement, Kifkoni, je suis désolé, mais ça va être un peu compliqué, je pense. Je pense que là, on est en fin de DLC quand même. donc voilà. Bon, en tous les cas, je vous embrasse très fort, et puis on se retrouve lundi prochain pour débriefer encore une fois l'Euro, et là, cette fois-ci, on sera passé dans les tours à élimination directe. Ce sera vraiment cool, je pense. Donc voilà, j'ai hâte d'en débattre avec vous. Merci encore d'avoir été là, et n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao ciao.